Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Madou Benoît et Jean-Pierre Benoît. Face à un État inique, l'insurrection peut être, comme l'a dit Lafayette, le plus saint des devoirs, nous rappelle Victor Hugo. Le présent ouvrage traite de plusieurs formes d'insurrection dans diverses zones géographiques, avec des résultats disparates, en prenant la non-violence pour seul fil conducteur. Mais qu'est-ce que la non-violence ? Et pourquoi la non-violence ? Y aurait-il une culture de la non-violence, opposable à celle de la violence ? Dans ces pages liminaires, nous souhaitons apporter la réponse aux deux premières questions. L'ouvrage qui suit explore la troisième. L'illusion d'un troisième millénaire transportant le monde de l'autre côté du miroir, dans une société mondialisée, harmonieuse et stable, a volé en éclats, si l'on n'a jamais pu la nourrir, le 11 septembre 2001 avec l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center de New York. Premier coup de boutoir et déclaration de guerre à l'interventionnisme occidental. Il a mis en branle le cycle des courses folles, répression contre actes terroristes, qui ensanglantent aujourd'hui la planète de l'Europe à l'Asie du Sud-Est, en passant par l'Afghanistan et l'Afrique. La France, théâtre d'attentats terroristes qui ont fait de nombreuses victimes, a été placée en état d'urgence en 2015 et l'était toujours en 2017. La plupart des pays européens, tels le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont voté des lois pour lutter contre le terrorisme. Les manifestations populaires en faveur de la démocratie et contre le régime de Bachar el-Assad en Syrie en 2010, dans le sillage du printemps arabe, réprimées dans le sang, ont débouché en 2011 sur une guerre civile meurtrière. Elle a vu l'usage d'armes chimiques, et a fait et continue de faire un nombre effroyable de victimes dans la population civile. Ceci sur fond d'apparition d'un califat islamique ou État islamique, sur un tiers des territoires de l'Irak et de la Syrie, entraînant l'entrée en scène d'une coalition militaire arabo-occidentale. De ces conflits et des zones périphériques est résulté un afflux de populations civiles fuyant les combats, et déferlant sur l'Europe pour y trouver refuge. Ils sont venus s'ajouter au flot toujours grossissant des populations d'Afrique et du Maghreb, fuyant d'autres zones de conflit ou la misère. L'Europe, submergée, a fermé ses portes, et les migrants sont parqués dans des camps. Transportés clandestinement par des passeurs, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri en mer Méditerranée dans des naufrages. Ajoutant encore au désordre, les pays européens subissent des crises économiques et des taux de chômage devenus intolérables, par suite de la mondialisation. Déséquilibres qui se sont traduits par une instabilité politique. Le Royaume-Uni a claqué la porte de la communauté européenne. Le sentiment anti-européen est également vif dans d'autres pays. La communauté politique traditionnelle de droite et de gauche s'est retrouvée sur le banc des accusés. La démocratie s'étiole au profit d'hommes forts tels Donald Trump, Tayyip Erdogan Turquie, Narendra Modi, Inde, Rodrigo Duterte Philippines et Vladimir Poutine Russie, plus ou moins liés au milieu des affaires ou partisans de l'ultralibéralisme. Le réchauffement de la planète, provoqué par l'activité humaine, menace la vie sur Terre. Enfin, la globalisation ou mondialisation a résulté en une explosion des inégalités sociales. Une infime minorité d'individus accapare plus de 80% des richesses, laissant la grande majorité de la population mondiale dans le dénuement. Le président américain, Donald Trump, homme d'affaires sans expérience politique, décrit par l'opposition américaine comme ignorant, imprévisible et mégalomane, se répand en menace contre la Corée du Nord, qui est en passe de se munir de la bombe atomique et des missiles qui vont avec. Les guerres classiques, qui opposent nation contre nation et intérêts économiques contre intérêts économiques, peuvent aujourd'hui aller jusqu'à l'affrontement nucléaire. La guerre industrielle, aveugle et anonyme, finira par être menée par des robots. La guerre menée par l'Occident contre le terrorisme islamique, sur son terrain, utilise les mêmes armes de destruction massive. Comme l'a montré le lâchage par les États-Unis de la mer des bombes, la plus puissante des bombes non nucléaires, sur des installations militaires souterraines de l'État islamique en Afghanistan à la mi-avril. Cycle sans fin parce que la violence s'est révélée dans le cours de l'histoire comme une hydre de Lerne produisant toujours, à chaque tête décapitée, une nouvelle tête plus menaçante, déchaînant sans cesse plus de violence, parce que l'attaque ne fait qu'engendrer la contre-attaque et la répression ne fait que nourrir l'agression qu'elle devait éliminer. Depuis l'âge de pierre,
l'homme a usé de la violence pour contraindre son prochain à lui obéir. C'est un phénomène qui a engendré une culture de la violence, largement étudiée. Pourtant, historiquement, la violence des armes n'a pas été la seule façon de régler des conflits majeurs. De Gandhi à Mandela, en passant par Martin Luther King et de nombreux autres acteurs, l'usage de la non-violence a conduit à la victoire. Comment faire pour arriver à un partage équitable des richesses, mettre fin aux conflits armés, protéger l'environnement, condition indispensable pour assurer la vie des générations futures? Contrairement à tout ce que l'on peut lire, il n'y a pas véritablement de fatalité économique et encore moins de loi naturelle de l'économie, mais une seule question qui traverse toute l'histoire. Comment répartir les richesses de la terre entre les hommes? C'est au peuple à prendre leur destinée en main, et c'est à main nue. En fait, la révolte non violente des peuples contre ces tyrans mondialisés apparaît aujourd'hui comme l'unique solution aux inégalités sociales, aux multiples guerres qui ensanglantent la planète et au réchauffement climatique. Elle opposera les masses populaires, 80% des habitants de la planète et les maîtres du monde, finances, industrie de l'énergie, etc. Son issue, c'est l'émergence d'une humanité citoyenne, seule alternative à une humanité robotisée sur une terre ravagée ou expatriée dans l'espace. Mais qu'est-ce au juste que la non-violence? C'est une expression que nous devons à Gandhi, mais ce terme ambigu est souvent mal compris pour deux raisons fondamentales. Premièrement parce qu'on l'oppose à la violence. Or violence et non-violence sont deux visages du même refus. La deuxième source d'erreur provient de l'amalgame répandu entre non-violence et pacifisme. Pourtant, la non-violence est une arme de combat. Afin de dissiper toute confusion à ce sujet, un regard sur l'ouvrage de la guerre de Karl von Clausewitz, 1832, s'avère utile. Clausewitz déclare que la guerre n'est rien d'autre que la poursuite de la politique d'État par d'autres moyens. De même, la non-violence n'est que la poursuite de la violence par d'autres moyens. Clausewitz nous permet d'identifier le lien qui unit étroitement violence et non-violence. Il note: la guerre est donc un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. La violence, c'est-à-dire la violence physique, est donc le moyen. La fin est d'imposer notre volonté à l'ennemi. La non-violence, à l'instar de la violence, vise précisément la même fin: contraindre son adversaire de se plier à sa volonté. La non-violence est une arme qui retourne la violence et utilise celle de l'autre à ses fins. Tous les outils classiques de la non-violence, tels que les manifestations, les sit-ins, occupations sans violence des lieux publics, la désobéissance civile et les grèves de la faim visent les mêmes buts que la violence. La non-violence, comme la violence, teste la capacité de l'ordre public soit à la limiter, soit à lui résister. La différence tient à ce que la non-violence ne peut s'exercer en dehors de la morale. De sorte que nous pouvons qualifier la lutte non-violente de lutte violente redéfinie par l'éthique. En effet, la non-violence est inopérante dans une guerre d'agression ou pour promouvoir des visées injustes ou immorales, car elle requiert une juste cause et la qualité de l'arme non-violente repose sur la justesse de la cause pour mobiliser le peuple. Tout ceci nous ramène à notre deuxième interrogation: pourquoi la non-violence? Parce qu'à une époque où toutes les valeurs sont battues en brèche ou dominées par la question économique, la doctrine de la non-violence est un des rares concepts qui unissent éthique et politique. Ancrée dans une moralité sans faille, elle n'en donne pas moins des résultats politiques concrets. Comme le dit César Chavez, la non-violence c'est réellement dur mais ça marche. Pourquoi la non-violence? Parce que la violence engendre la violence. Parce que l'insurrection doit être conduite selon un code moral, si l'on veut que le nouvel ordre social soit supérieur à celui qui vient d'être renversé. C'est un refus actif, non une acceptation passive du mal. La résistance non violente vise non à exterminer l'ennemi, mais à éveiller sa conscience, non à l'humilier, mais à lui rappeler que son honneur l'oblige à faire honneur au droit. Dans une lutte non violente il n'y a ni défaite ni victoire, et c'est pourquoi les griefs peuvent s'éteindre. C'est là sa plus grande force. Rejetant les moyens d'agression traditionnels comme inefficaces, car ils ne peuvent assurer une paix pérenne, la lutte non violente brise le cercle vicieux de la loi du talion. Considération morale mise à part, la non-violence est l'arme du pauvre, puisqu'elle ne requiert que peu de moyens financiers. Pour Engels, le pouvoir de la violence est directement proportionnel au pouvoir financier.
Or le pouvoir financier de l'oppresseur est invariablement supérieur à celui de l'opprimé. La non-violence est l'arme des pauvres par excellence, d'autant qu'ils possèdent la capacité de souffrir. Ce qui est une des premières exigences pour un combat non violent, puisque c'est une arme qui consiste à attirer sur soi la violence ou la subir, transformant ainsi la faiblesse en force. Enfin, la révolution non violente respecte les droits et la participation du peuple, et prépare un monde où il aura la voix qui lui revient. C'est donc une doctrine fondée à la fois sur une idéologie complexe et une stratégie pragmatique de combat qui a maintes fois fait ses preuves. Depuis la démonstration faite par Gandhi, nombre de mouvements populaires de revendication ont eu recours à la non-violence. Citons parmi les plus célèbres le mouvement pour les droits civiques des Noirs de Martin Luther King aux États-Unis, la lutte contre l'apartheid de Nelson Mandela en Afrique du Sud, le combat de Charles Perkins, leader de l'association Students for Aboriginal Action en Australie, les luttes de César Chavez aux États-Unis à la tête des ouvriers agricoles mexicains, d'Aung San Suu Kyi pour la démocratie en Birmanie, Myanmar, et de la militante écologiste Wangari Maathai au Kenya. Dans ce recueil d'articles, nous nous attacherons à examiner les racines culturelles qui ont permis l'émergence d'un mouvement non violent, dans des situations de conflit social ou de toute autre nature, opposant une partie de la population à une autre. Comment une minorité active parvient-elle à entraîner une majorité passive dans une protestation non violente ? Nous nous poserons la question de savoir si une victoire obtenue par une lutte non violente entraîne finalement l'émergence d'une nouvelle identité culturelle. Dans cet ouvrage, la non-violence comme arme de combat est explorée sous divers aspects. Madhu Benoît trace le développement de cette arme depuis sa naissance en Grèce antique jusqu'à son essor en Europe au XIXe siècle, où il inspire sous la plume du poète subversif, P.B. Shelley, un des premiers textes qui lui sont consacrés, la célèbre mascarade de l'anarchie. Michel Naumann enchaîne avec une description, à partir de l'œuvre de Luis Vilojo, philosophe mexicain, d'une stratégie autogestionnaire et non violente inspirée par les peuples premiers, dont la culture repose sur un projet solidaire. Mamadou Ba explique que la non-violence évite l'écueil communaliste et privilégie une stratégie ouverte à la diversité des revendications, et unitaire, qu'elle investit plutôt qu'elle ne détruit les cadres de vie en commun des différents acteurs, raison pour laquelle elle a pu s'imposer dans le cas de la Mauritanie et de la lutte contre l'esclave et la ségrégation. Le commentaire de Michel Naumann d'un court texte de Murtaza Haider, activiste pakistanais vivant au Canada, montre un visage de l'islam ouvert en lutte contre la violence de l'extrémisme et insiste sur l'importance de la prise de parole. Maria Sabina Draga Alexandrou souligne le travail de rétablissement des liens d'amour déchirés par l'histoire de la communauté afro-américaine, à travers l'œuvre de Toni Morrison. Sans ces liens, la non-violence ne peut naître sur le sol dur et aride des haines et du mépris. L'article de Egal fait ressortir le lien entre non-agression de la nature et non-violence. Natalia Nedenova montre le substrat orthodoxe et mystique de la résistance au pouvoir d'une nonne russe. Linda Walizri insiste sur la possibilité de pont entre Algériens arabisants et Algériens kabyles, et sur le rôle de concept qui favorise une approche plus sereine du conflit. Unité et différence qui s'affirment conjointement impliquent la non-violence. Jean-Pierre Benoît clôt l'ouvrage en rappelant les oublis de l'histoire et en posant la question de l'avenir des combats non-violents, dans un monde livré aux guerres et au terrorisme. Concluons ces pages préliminaires par des vers de John Donne, poète britannique du XVIIe siècle, qui nous semblent capturer l'essence du combat non-violent. Aucun homme n'est une île, un tout, complet en soi. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une motte de terre, l'Europe en est amoindrie comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue parce que j'appartiens au genre humain. Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, c'est pour toi qu'il sonne. Chapitre 1, de l'ETHIQUE à Nicoma Kala, mascarade de l'anarchie. Les PROPHETES de la non-violence, d'Aristote à Shelley. Madhu Benoît, professeur émérite Université Grenoble-Alpes. La doctrine de la non-violence, grand courant humanitaire, traverse l'histoire de l'humanité, transportant le champ de bataille dans la sphère de la moralité. Ces prophètes vont de Jésus-Christ à Gandhi, en passant par Aristote, Locke et P.B. Shelley, pour ne citer que quelques noms illustres.
Pour Gandhi, comme pour le Christ, la régénération politique passe par la rédemption morale de chaque individu, car c'est l'individu qui doit modifier la société et non l'inverse. Tout être porte en lui-même la responsabilité de l'état des choses, et il peut choisir de rompre avec le cycle infernal engendré par les actes de vengeance. Si l'on pratique œil pour œil, dent pour dent, le monde entier sera bientôt aveugle et édenté, remarqua Gandhi. La doctrine de la non-violence rompt ce cycle infernal par la grâce de la compassion, qui permet à l'homme de se glisser dans le personnage d'autrui et ainsi de comprendre et d'aimer son ennemi. C'est une doctrine qui s'est construite au fil des temps. Elle naquit dans la Grèce antique, sous la forme d'une réflexion philosophique à propos du lien entre éthique et politique, pour enfin aboutir au cours du XIXe siècle à une stratégie de guerre sophistiquée, la résistance non violente. Dans ces pages, nous nous pencherons sur les grandes étapes de ce mouvement humanitaire, depuis sa naissance en Grèce antique pour se concentrer finalement sur son aboutissement dans l'Europe du XIXe siècle, avec une étude de la mascarade de l'anarchie de P.B. Shelley. Qui sont les prophètes de cette idéologie, et comment s'est construite la stratégie d'insurrection que nous connaissons sous le vocable de non-violence. Faute de place, nous nous restreindrons à l'Europe, et donc ni les apports de Thoreau ni de Tolstoï, pour ne citer que deux noms célèbres dans les annales de la non-violence, ne seront examinés. Le propre de la non-violence, c'est qu'elle ne peut s'exercer en dehors de la morale. Il s'agit là d'une différence essentielle avec les armes de guerre traditionnelles, car ce n'est pas uniquement la fin qui doit être juste, mais également les moyens. Les moyens, affirme Gandhi, sont comme la graine et la fin comme l'arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens, qu'entre l'arbre et la semence. Pour comprendre ce lien, il faut remonter au philosophe grec Aristote, probablement le premier à traiter la question de la fin et des moyens. Éthique à Nicomaque. Aristote, -384 à -322, est très clair sur ce sujet dans son ouvrage Éthique à Nicomaque. Ayant constaté que tout art et toute investigation et pareillement toute action et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu'il semble. Aussi a-t-on déclaré avec raison que le bien est ce à quoi toutes choses tendent. Mais on observe en fait une certaine différence entre les fins. Aristote conclut que la fin de la politique sera le bien proprement humain. Par la suite, le philosophe explique: mais il est possible d'atteindre même le bien par un faux syllogisme et d'atteindre ce qu'il est de notre devoir de faire, mais en se servant non pas du moyen qui convient mais d'un moyen terme erroné. Il constate donc la possibilité d'atteindre une fin moralement correcte par des moyens moralement douteux. Pour expliquer ce décalage, Aristote distingue la vertu morale et la vertu intellectuelle qu'il appelle phronésis ou prudence. Les vertus morales sont innées, mais elles sont incapables de préciser les moyens qui permettent d'arriver à leur but. Ce rôle incombe à la phronésis. Une action est bonne quand la phronésis et la vertu morale collaborent. Il note: l'œuvre propre de l'homme n'est complètement achevée qu'en conformité avec la prudence aussi bien qu'avec la vertu morale. La vertu morale, en effet, assure la rectitude du but que nous poursuivons, et la prudence celle des moyens pour parvenir à ce but. Cette dernière remarque mérite notre attention, car elle disqualifie l'emploi de moyens déshonorables pour aboutir à une fin noble et juste. La notion de phronésis fut reprise par saint Thomas d'Aquin lors de la redécouverte des écrits d'Aristote au XIIe siècle, sous la forme de Prudentia. Dans sa somme théologique, rédigée peu après avoir travaillé à un commentaire de l'éthique à Nicomaque, saint Thomas reprend l'idée aristotélicienne du lien entre la fin et les moyens. Ce choix des moyens est un choix que doit faire l'homme en toute conscience. Cependant, saint Thomas admet que l'on puisse commettre un moindre mal pour en éviter un plus grand. Ainsi il accepte l'idée d'une guerre juste. Ceux qui font des guerres justes recherchent la paix, tout comme il accepte la loi du talion: celui qui selon sa condition et son rang exerce la vengeance contre les méchants n'usurpe pas ce que Dieu s'est réservé, mais use d'un pouvoir que Dieu lui a concédé. Locke. En 1690, le philosophe John Locke apporte sa contribution à la doctrine de la non-violence. Pour le philosophe britannique, le peuple est souverain. Il explique que les hommes ont quitté l'état de nature pour se mettre en société, afin d'éviter de vivre en état de guerre. Le monarque ou tout autre détenteur du pouvoir n'est qu'un mandataire, et s'il exerce le pouvoir au-delà de son domaine légitime, il crée lui-même l'état de guerre et le contrat entre le pouvoir législatif et le peuple se trouve rompu.
Dans ce cas, Locke donne au peuple le droit de s'opposer au roi. Locke légitime l'insurrection mais il conseille à la partie lésée d'obtenir le redressement par voie légale, si possible. Il n'autorise la violence qu'en dernier ressort, car elle replonge sa société dans l'état de guerre. En revanche, le philosophe ne voit pas comment éviter une insurrection violente dans des cas extrêmes. Certes, il parle d'un appel au ciel, mais il n'a pas de véritable solution à proposer. C'est au XVIIIe et XIXe siècle que toutes ces idées ont mûri et pris forme. Nous les retrouvons chez les intellectuels, exprimés notamment dans les réunions de l'élite formant la Corresponding Society. Thomas Holcroft et William Godwin partagent la même idéologie non violente et ils publièrent leurs œuvres les plus importantes, Anna Saint-Yves, Holcroft et Political Justice, Godwin, en 1792 et 1793. Ni Holcroft ni Godwin n'admettent l'usage de la violence par la force militaire. Political Justice dresse un véritable réquisitoire contre la guerre, la fustigeant pour son irrationalité et y voyant la méthode la plus grossière pour résoudre un différend. L'anarchisme de Godwin repose sur une exaltation absolue des revendications de la conscience individuelle et répudie toute obligation en dehors de ses propres exigences. Seulement Godwin, pas plus que Locke, n'a de solution à proposer, et c'est là son talon d'Achille. L'anarchisme de Godwin lui interdit toute forme d'association, toute action collective. Il reste la formation de groupes de discussion, mais Godwin est très vague sur ce point. En somme, son livre dépeint une société idéale, sans pour autant donner les moyens d'y accéder. Cette nouvelle idéologie toucha un large public, y inclut celui que Bertolt Brecht devait qualifier de grand poète révolutionnaire anglais, Percy Bysshe Shelley, dont la ballade La Mascarade de l'anarchie, 1819, est l'œuvre sur laquelle nous pencherons plus loin. Shelley fit sien l'axiome godwinien que la liberté politique et personnelle se fonde sur le principe de l'autonomie de la volonté. Seulement il franchit un pas supplémentaire par rapport à son mentor en élaborant sur cette base une stratégie de la révolte non violente. Une stratégie qui, à ses yeux, a l'avantage suprême de reconstruire en détruisant car elle fait appel au meilleur de l'homme, elle éveille sa conscience. Pour Shelley, la doctrine de la non-violence apporte la réponse aux problèmes de son époque, bouleversée par les guerres civiles et étrangères qui ravageaient l'Europe. Né 3 ans après la Révolution française et mort à 29 ans, le poète a vécu en Angleterre sous la Régence. Pris entre deux feux, il dénonce à la fois le régime inique qui règne dans son pays et la violence aveugle qui marqua la fin de la Révolution française, et tente d'élaborer sa propre théorie. Il suit Locke en considérant que le droit à l'insurrection est sacré. Le combat est inévitable, mais Shelley l'envisage sur un mode tout à fait différent. En usant de la violence, l'agresseur veut contraindre son adversaire à répondre de même, ce que lui donne licence pour intensifier sa violence initiale. Or le but de la non-violence est de rendre cette tactique inopérante, de ne pas accepter la règle du jeu dictée par l'adversaire, mais bien d'imposer ses propres conditions de lutte, telles que la non-coopération. À partir du moment où la victime refuse sa coopération au tyran, la tyrannie ne peut plus s'exercer puisqu'elle n'existe que grâce à la complicité entre oppresseur et victime. Shelley emprunte cette notion de complicité à Étienne de la Boétie, 1530 à 1563, l'auteur du discours de la servitude volontaire. Concept dont il a probablement pris connaissance dans les écrits du comte Volney. Discours de la servitude volontaire, 1576. L'auteur du discours est l'un de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.